Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Hervé. Bonjour Thierry. Bienvenue à la 5e conférence de séminaire 20 ans de LSH à l'ENS de Lyon, organisée en l'honneur de la création de l'ENS LSH. Merci de votre fidélité à ces conférences et bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc au programme ce jeudi, la géographie fluviale à l'ère de l'Anthropocène, conférence donnée par Hervé Piéguet, du laboratoire EVS, Environnement, Ville et Société. Hervé Piéguet est directeur de recherche au laboratoire, directeur de recherche CNRS. Il travaille depuis 30 ans sur les cours d'eau. Il étudie les interactions humaines, environnement ou humain-environnement et s'intéresse notamment aux pressions anthropiques qui contrôlent les changements fluviaux à l'échelle contemporaine et aux questions opérationnelles associées. Pour comprendre les effets de ces pressions, il explore les processus fluviaux, l'hydrologie, le transport solide et la dynamique végétale, ainsi que les mécanismes sociétaux en enjeu. Hervé Piéguet a reçu en 1996 le prix du jeune chercheur de la ville de Lyon et le prix Henri Milon de la Société française d'hydrotechnique pour sa thèse qui s'intitulait « Dynamique et gestion de la ripisylve de 5 cours d'eau à charge grossière du bassin du Rhône ». Je crois que c'était l'Ain, le Gifre, l'Ouvèze et l'Ubaye. Il en manque un, le Rhône. L'Ardèche. Voilà. Il reçoit en 1998 la médaille de bronze du CNRS. Il reçoit aussi le David Linton Award de la British Society for Geomorphology, qui est un prix décerné à un géomorphologue qui a apporté une contribution de premier plan à la discipline pendant une période prolongée. Depuis le début de ses recherches, Hervé ne cesse de développer le concept servant de fil directeur à ses travaux, la connexion entre la rivière et ses marges végétales, entre un tronçon fluvial et son bassin versant, toujours exploré sous l'angle de l'interface nature-société, je crois. Pour cela, il a mis en place des techniques de surveillance sur le terrain de plus en plus sophistiquées, en mettant au point des techniques de modélisation SIG de pointe, dont il parlera, je pense, aujourd'hui. À son actif, de nombreuses publications, de très nombreux projets scientifiques internationaux et de nombreuses participations à des comités de lecture de revues nationales et internationales. Hervé a aussi pris sa part des charges administratives dans son laboratoire EVS, mais aussi dans d'autres organismes comme l'Observatoire Homme-Milieu, OHM, et la vallée du Rhône, l'observation des sédiments du Rhône et la zone atelier-bassin du Rhône. Hervé est indubitablement une référence en sciences environnementales appliquées, faisant ainsi de la géomorphologie un élément central, largement reconnu dans la recherche et la gestion des bassins et des systèmes fluviaux. Donc, je suis très heureux de présenter Hervé aujourd'hui et je suis très heureux qu'il ait accepté d'intervenir aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire. Donc, avant de laisser la parole à Hervé pour qu'il nous présente ses travaux sur ces dernières années, je voulais dire que vous pouvez poser des questions à travers le chat, dont le lien se trouve sur la page de conférence, et Hervé y répondra à la fin de la conférence. La conférence sera aussi disponible en replay dès que possible sur le site de l'ENS et sur YouTube. Et je vous annonce évidemment dans 3 semaines, la prochaine conférence, le 6 mai à 14h, portera sur le thème « Jalons pour une histoire populaire de Lyon ». Elle sera donnée par Ludovic Frobert de Triangle et Guillaume Garner du Lara. Mais en attendant, on a le plaisir de recevoir Hervé Piéguet. Bienvenue Hervé, merci. Merci beaucoup Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Thierry pour cette introduction très sympathique. J'ai vu que tu t'étais renseigné, tu m'as surpris, tu vois, pour faire remonter jusqu'à ma thèse et retrouver l'un des 5 cours d'eau. C'était pas si simple que ça. Merci également pour l'invitation à participer à cet événement des 20 ans de l'ENS LSH. Je suis très content d'être parmi vous, de participer à cet événement. Je suis arrivé en 2006 dans le cadre du rapprochement des géographes lyonnais au sein de l'UMR 5600 Environnement, Ville, Société. Du coup, je tiens à remercier très chaleureusement Sylvain Auroux et Jean-Claude Zancarini qui étaient à l'époque à la direction de l'école et qui ont œuvré activement à cette intégration. Du coup, parler de géographie fluviale lors de ces 20 ans est un symbole, en quelque sorte, de l'intégration de l'école dans le tissu, le terreau scientifique lyonnais.
Donc quand on parle de géographie fluviale, je vous ai dit, c'est une des spécificités du site lyonnais et stéphanois. On a dans ce domaine-là d'illustres prédécesseurs, et je pense notamment à Jacques Bettemont qui nous a quittés il y a peu, à Jean-Paul Bravard. C'est une géographie plurielle qui est centrée sur les activités humaines. C'est une géographie sociale, mais c'est également une géographie des processus biophysiques. Et c'est à cette interface-là, en fait, que je voudrais travailler aujourd'hui pour illustrer un certain nombre des avancées qui ont eu lieu au cours des 20 dernières années. Donc aujourd'hui, ces deux composantes interagissent, ce sont véritablement deux facettes. Elles interagissent au sein de l'unité EVS, au sein de l'atelier socio-écosystème. Donc une géographie fluviale, c'est une géographie des cours d'eau, c'est une géographie des eaux continentales courantes. On s'intéresse ni plus ni moins à la dimension spatiale des cours d'eau, à la dimension territoriale. Et comme vous le voyez sur la figure qui vous est présentée ici, vous avez à gauche l'Allier, dans le Val d'Allier. Vous voyez qu'au cours du temps, au cours du XXe siècle, ce cours d'eau s'est beaucoup déplacé. En fait, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a des cours d'eau qui sont extrêmement dynamiques, qui changent de place, dont la géométrie se transforme au cours du temps. Sont des cours d'eau qui sont à la périphérie de zones de montagne, voire pour certains d'entre eux dans des plaines ou dans des zones intramontagnardes. Donc qu'est-ce qui explique cette dynamique ? À quelle vitesse se font les changements et quelles sont les implications sociétales de ces changements? Et là, les humains rentrent dans le jeu, non seulement parce qu'ils sont acteurs de ces changements, ce sont des drivers, ce sont des facteurs qui vont être à l'origine d'une grande partie des changements, mais également parce qu'ils en subissent directement les conséquences en termes d'usage et en termes de protection des biens et personnes, en termes d'aménité au niveau de ces milieux. Donc j'ai voulu aborder cette géographie fluviale à l'ère de l'Anthropocène. Donc l'Anthropocène, c'est une ère géologique qui est dominée par l'empreinte humaine. Elle est très discutée comme ère géologique et l'une des questions qui est posée à la communauté scientifique et qui est en débat, c'est à quand démarre en quelque sorte cette ère géologique. Donc quand on s'intéresse aux cours d'eau et qu'on parle de l'ère anthropocène, la période de temps qui nous intéresse, c'est la période où à partir duquel ont démarré des grands aménagements, c'est grosso modo le 19e et le 20e siècle et le début du 21e siècle. Et l'autre élément, c'est que on s'est longtemps intéressé à des cours d'eau relativement naturels où on observait les processus biophysiques, mais de plus en plus, dans cette ère anthropocène, on va s'intéresser à des cours d'eau qui sont très domestiqués, très aménagés, et dans la région, l'un des plus emblématiques que l'on connaisse, c'est bien évidemment le Rhône. Donc, si je résume la situation, j'ai fait quelques références, vous voyez, à de la bande dessinée. Donc là, je remonte au-delà des 20 ans, mais il faut faire plaisir à tout le monde. Et puis, il y a quelques clins d'œil également pour justement ces dernières 20 années. Donc, si je résume les ingrédients que l'on a dans cette géographie fluviale de l'ère de l'Anthropocène, c'est une géographie qui est éminemment systémique. On va s'intéresser aux interactions. Et donc, vous voyez que mon système est relativement complexe. Il y a effectivement un système biophysique que j'ai largement résumé ici à la dimension géomorphologique, mais qu'on pourrait largement, dans laquelle on pourrait intégrer des éléments chimiques ou des éléments biogéographiques. Ce qui est important de considérer dans ce système fluvial, c'est que lorsqu'on s'intéresse à un tronçon, il faut imaginer que ce tronçon est inscrit dans un bassin versant et que ce qui se passe dans le bassin versant a des effets directs sur le tronçon.
ce système fluvial est également régi, influencé par un système social qui est composé d'un ensemble d'acteurs qui sont en interaction. Ce sont des acteurs qui peuvent être multicasquettes, ils peuvent avoir des conflits entre eux, ils vont exercer des usages sur le cours d'eau, ils vont gérer le cours d'eau, ils vont l'aménager, donc toute une série d'actions, ils vont utiliser ces ressources qui peuvent avoir des impacts directs, imposer des transformations au système fluvial, à la fois dans sa partie amont et par effet cascade sur le tronçon, ou directement sur le tronçon. Et ces effets cascades sont d'ordre biophysique, mais également ils sont d'ordre sociétaux, et il va y avoir des rétroactions dans le système social qui générera toute une série d'interactions et qui pourra amener à des contre-mesures. Donc les interactions entre les deux systèmes sont extrêmement importantes. Donc c'est une géographie systémique, c'est une géographie intégrative, à la fois dans les thèmes qui sont abordés, mais également dans les différentes échelles spatiales et temporelles qui sont appelées. C'est une géographie qui est collaborative en interne, entre les différentes dimensions de la géographie, mais également une géographie qui est collaborative puisqu'elle s'inscrit éminemment dans de l'interdisciplinarité. Tout à l'heure, Thierry a fait référence aux sciences de l'environnement. Et c'est vrai que cette géographie fluviale s'inscrit pleinement dans les sciences de l'environnement avec l'ensemble de ces dimensions, avec une géographie sociale de l'environnement notamment. Au-delà de l'interdisciplinarité, on est rentré dans une transdisciplinarité, c'est-à-dire que non seulement il y a des interactions entre les champs disciplinaires, et notamment la géographie, mais également des interactions avec le monde socio-économique, avec les différents acteurs de l'eau qui sont partie prenante de cette démarche. C'est également une géographie qui est fondamentale en termes de recherche, mais où la frontière entre le fondamental et le finalisé est relativement ténue. C'est une chance par certains aspects, notamment en termes d'insertion des jeunes qui travaillent dans ce domaine-là, pour rentrer dans la vie socio-professionnelle. Donc ça s'est pas fait, c'était pas comme ça pendant très longtemps, mais ça l'est parce que en grande partie les opérateurs, les gestionnaires de l'eau pensent davantage le temps long. On parle de développement durable et également pensent davantage à plus large échelle et intègrent davantage le bassin versant, ce qui fait que leur espace-temps devient finalement l'espace-temps dans lequel les géographes fluvialistes ont l'habitude de travailler. Donc cette dimension interdisciplinaire, vous l'avez un petit peu dans la généalogie qui vous est présentée ici. Il faut imaginer qu'il y a à peu près 4 générations de chercheurs, géographes fluvialistes, qui travaillent dans cette dimension interdisciplinaire. L'histoire a commencé au début des années 80 avec le PIREN, programme interdisciplinaire de recherche sur l'environnement, qui était initié par le CNRS, qui voulait justement promouvoir de l'interdisciplinarité. Et les grands bassins ont été un peu les premiers, ou parmi les premiers terrains de jeu. Ce Pyrénées-Rhône a donné naissance à la zone atelier au début des années 2000, bassin du Rhône, où les travaux se décomposent sur des sites ateliers. Et le couloir rhodanien était un site atelier qui a été lui aussi labellisé par le CNRS comme une plateforme interdisciplinaire sur la vallée du Rhône. Et puis en 2018, c'est un petit peu le dernier né, c'est l'école universitaire de recherche qui permet d'intégrer l'ensemble en quelque sorte, H2O Lyon, qui fait le lien sur l'interdisciplinarité en matière de recherche, mais qui lie cette recherche avec l'enseignement. Dès les masters, on accompagne les étudiants pour inscrire leur démarche de recherche dans l'interdisciplinarité. Également, à H2O Lyon, on fait le lien entre l'enseignement, la recherche, mais également le monde socio-professionnel avec qui on est amené à travailler. Et j'ai mis une petite frise pour faire référence à IS Rivers, The Integrated Science for Rivers. C'est une conférence de 500 personnes qu'on organise tous les 3 ans. Il y a 250 scientifiques et il y a 250 gestionnaires pour parler de l'eau et des enjeux
de l'eau et des cours d'eau à l'échelle anthropocène et par rapport à leur avenir. Donc je vais illustrer maintenant les recherches que l'on conduit. J'ai pas pu faire référence à tous les travaux, 20 ans c'est quand même malgré tout relativement long. Je vais surtout m'attacher à 3 thèmes. Le premier, ce sera le changement à l'anthropocène. J'ai indiqué donner à voir l'invisible, puisque l'un des problèmes quand on a des changements paysagers, c'est que ces changements paysagers se font sur un laps de temps relativement court. Et du coup, se font de manière insidieuse et on a du mal à le voir. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de l'invisibilité et donner à voir l'invisible. Alors quand on est géographe, comment est-ce qu'on aborde cette invisibilité? On utilise beaucoup de ressources géohistoriques, et l'une des premières ressources sur lesquelles que l'on utilise, ce sont notamment les photographies aériennes de l'IGN, qui est un de nos grands partenaires, qui remonte le temps, comme il est indiqué sur leur site internet, jusqu'aux années 40. Donc là, je prends l'exemple du Doubs à Frétran pour vous montrer explicitement ces changements. Le Doubs à Frétran, à l'aval de Dole, à l'amont de la confluence avec la Saône, vous l'avez en 1962, et vous voyez que c'est une belle rivière de Piémont, avec beaucoup de bancs de galets que vous pouvez avoir, avec une végétation qui est très structurée, très linéaire, et qui met en évidence la dynamique fluviale que l'on a sur ce cours d'eau-là. Et puis ici, vous voyez qu'il y a une forme géométrique qui correspond ni plus ni moins à une fosse d'extraction en devenir. La plateforme où on stocke le sédiment est ici. Les extractions de granulats sur les cours d'eau de nos régions ont eu un impact formidable, très important, tout au long de la décennie 70-80. Donc 62, c'est le début. Alors, 62, c'est le début. On a un petit souci, voilà. 69, donc vous voyez que la fosse d'extraction a commencé à s'étendre dans ce secteur-là. Regardez bien par rapport à Massouri. 78, tout le secteur qui est là a été exploité. Vous voyez que vous avez une barge à cet endroit-là. On est remonté très à l'amont. En 89, vous voyez que je dois déplacer la souris pour remonter encore à l'amont. Et ici, vous avez une langue de sédiment qui est en train de rentrer dans la fosse d'extraction. On est en 89, on est à la fin de l'exploitation de la ressource. En 94, on va interdire les extractions de granulats dans le lit mineur des cours d'eau. Regardez 89, on est en 2001, vous voyez le sédiment qui rentre à l'intérieur de la fosse d'extraction. Une année après, 2002, on le voit encore à nouveau progresser. Donc il faudra des décennies pour que la charge sédimentaire qui arrive de l'amont puisse traverser cette fosse d'extraction. Aujourd'hui encore, on a à gérer les conséquences environnementales et les conséquences sociétales, notamment en termes de gestion de la ressource en eau, de cette activité extractive qui a été extrêmement dommageable. Donc je reviens sur un autre exemple, la basse vallée de l'Ain. Donc on utilise les mêmes sources d'informations, mais vous voyez qu'on est rentré dans une cartographie, dans une représentation cartographique de cette information. En noir, vous avez les boisements pionniers, une végétalisation qui se manifeste en quelque sorte dans ce corridor fluvial de la basse vallée de l'Ain. Et quand vous regardez bien cette trame noire, eh bien, il faut évidemment l'interpréter. Pourquoi est-ce qu'on observe un changement paysager de cette ampleur? Donc la première idée qui nous vient, généralement on commence par des idées un peu simples, c'est de dire, ben oui, il y a le barrage de Vouglan, 1968, qui a effectivement significativement modifié le régime de crue, et comme le cours d'eau est moins actif, que les sédiments sont moins souvent remaniés, eh bien il va avoir tendance à se végétaliser. Oui, ça peut être un phénomène qui est très courant, qu'on observe à l'aval de nombreux barrages. Mais vous voyez que la séquence cartographique que je vous présente ici montre en fait que la végétalisation est antérieure à la construction du barrage. Du coup, c'est un petit peu les démarches que l'on conduit de comparaison interdates, de comparaison interbassins,
pour essayer d'identifier en quelque sorte si tel ou tel facteur va jouer un rôle pour expliquer les changements que l'on observe. Et dans le cas de figure que vous avez ici, bien c'est une séquence qui permet d'infirmer l'importance d'une des causes ou de réduire son importance et de mettre en exergue le fait qu'il y a un autre facteur qui est amené à jouer. Et le facteur qui joue ici, c'est un facteur sur lequel on a beaucoup travaillé au cours des 20 dernières années. C'est ce que l'on appelle la déprise agro-pastorale. C'est la transformation de l'agriculture après la Deuxième Guerre mondiale qui conduit en fait les agriculteurs à se spécialiser, notamment dans ces régions, sur la céréaliculture et à abandonner les terres qui étaient auparavant utilisées pour l'activité pastorale, et notamment les terres qui sont les plus inondables, celles qui sont en bordure de cours d'eau, celles qu'on appelle les brotteaux. Et donc ces brotteaux vont se végétaliser spontanément, et cette végétalisation dans le lit majeur du cours d'eau va progressivement également se manifester à l'intérieur même du lit mineur du cours d'eau et conduire à sa rétraction. Donc ce phénomène-là est un phénomène majeur. On l'observe en France et nos collègues italiens, suisses, espagnols ont été amenés à l'observer également sur leur cours d'eau. C'est un phénomène qui s'est relativement généralisé. Donc ceci dit, il y a un autre phénomène qui est associé au premier et qui résulte également d'une fantastique phase de reboisement spontané des zones de montagne, c'est-à-dire des bassins versants, l'existence d'un phénomène nouveau, un flux nouveau. Les cours d'eau alpins, péri-alpins, véhiculent de l'eau. Ils véhiculent du gravier, ce qui est une spécificité, ce qui nous intéresse beaucoup, puisque c'est à l'origine justement des modifications de la géométrie des lits fluviaux, mais depuis peu, ils véhiculent également des bois flottés. Donc les bois flottés, c'est une grande question, parce que vous voyez que nos ponts certains de nos ponts historiques avec de nombreuses arches ne sont pas adaptés pour finalement faire passer le bois. Et donc, ils ont tendance à s'obstruer, et ceci est à l'origine d'inondations importantes que l'on peut observer. Donc, c'est un enjeu en termes de sécurité publique qui est important et sur lequel on travaille. Si vous avez suivi les événements concernant la tempête Alex et que vous avez regardé sur le littoral méditerranéen, vous avez vu des quantités astronomiques de bois. Effectivement, dans cet événement-là, ce phénomène a joué. Et donc là, dans ce cadre-là, vous voyez un autre exemple suisse ici, qui est un petit peu plus spectaculaire que le pont de Montmélian sur l'Isère, mais ça vous donne une idée de genre de problème auquel on peut être confronté. Donc là, je reviens sur les travaux d'Yves Lelay, qui est professeur à l'école, qui a beaucoup travaillé sur les hommes, les humains, et le bois en rivière. Il a montré notamment à travers ses analyses géohistoriques que le bois était une ressource pendant très longtemps. On l'utilisait pour se chauffer et on était prêt à peut-être se mettre en danger pour le récupérer dans certains cas. Et donc à partir de la presse quotidienne régionale, il a analysé 110 événements de crue. Il a regardé les textes afin d'analyser la manière dont le journaliste restituait l'événement et expliquait quelles en étaient les causes. Et vous voyez que chaque fois un point sur mon graphique, c'est un événement. Chaque fois qu'on parle du bois flottant, on va ajouter 1. Quand on n'en parle pas, on est à 0, et donc le cumul fait qu'on bouge pas. Et quand, vous voyez, à la fin des années 80-90, on voit que là, pour tous les événements, on parle de bois flottant. Et donc, alors que dans les années 1880, 1900, 1920, vous voyez que de temps à autre, on relate le fait qu'il y avait des bois flottants, qu'il y avait des phénomènes d'embâcle, mais c'est relativement rare. Donc vous voyez que le phénomène devient vraiment très significatif à partir, ça commence dans les années 50-60, mais ça devient très significatif à partir des années 80. Pour rappel, 1980, c'est la circulaire ministérielle qui met en place les contrats de rivière, et les contrats de rivière sont mis en place pour nettoyer les cours d'eau. Et donc c'est une des stratégies
pour essayer justement de se protéger et d'améliorer l'écoulement dans les chenaux. Donc simplement pour vous montrer qu'à travers deux sources, à la fois les photographies aériennes qui nous montrent que le paysage est en train de changer et les ressources journalistiques nous montrent que de toute évidence la situation de risque elle-même potentiellement évolue par effet cascade au fil du temps. Alors cette presse, on l'a utilisée de différentes manières. Je vous montre un autre exemple. Cette fois-ci, c'est Le Monde, et puis c'est la thèse d'Emeline Combi. Donc là, elle utilise Le Monde pour voir les discours, et à travers les discours, il change au cours du temps comment notre regard porté sur le Rhône, comment les priorités, comment les valeurs que l'on partage collectivement, les enjeux, les priorités qu'on se définit en termes d'action, et également les débats que l'on peut avoir évoluent au cours du temps. Donc quand on parle de changements environnementaux, c'est à la fois des changements paysagers, c'est des changements biophysiques, mais c'est également des changements en termes d'interaction sociale, en termes de représentation de l'espace, en termes de représentation de la nature également. Donc là, simplement pour vous montrer les séquences, on est dans les années 50-60. Vous voyez que là, on est en train d'aménager le fleuve, on est en train d'exploiter en quelque sorte cette ressource potentielle. On s'intéresse aux barrages. Jusque dans les années 90-2000, eh bien, on parle beaucoup de navigation. En noir, c'est l'item navigation. Donc on est en train d'exploiter, de développer tout le potentiel industriel du fleuve. À partir des années 2000, là on est sur du gris clair. C'est toute une période où on a eu à faire face à beaucoup d'inondations et notamment une crue centenale dans la partie aval. Et tout d'un coup, après, si vous regardez les items, le monde change. On a un avant, un après. Les enjeux de développement durable sont passés par là. La conscience environnementale de tout un chacun évolue également. Et on commence à parler, à échanger sur les enjeux de biodiversité, sur les enjeux associés aux loisirs, sur les questions de reconquête, notamment les reconquêtes des fronts d'eau. Et ceux qui connaissent Lyon depuis quelques décennies savent que là où on se promène actuellement, les restaurants sont pas encore ouverts, mais espérons qu'ils vont l'être très prochainement, eh bien on garait nos voitures. Donc on a une relation au cours d'eau qui est beaucoup plus apaisée et beaucoup plus conviviale que celle qu'on a connue il y a quelques décennies. Donc une autre façon d'appréhender les problèmes, eh bien, c'est notamment, là je prends l'exemple du travail de Sylvia Flaminio, c'est de s'intéresser aux acteurs. Et à travers des entretiens que l'on peut faire avec ces acteurs, on peut comprendre comment ils se positionnent, comment ils interagissent, est-ce qu'ils sont en conflit, et quand ils sont en conflit, qu'est-ce qui est à l'origine des conflits. Donc l'approche par les entretiens qualitative est extrêmement importante pour déconstruire le système d'acteurs. Et là, l'illustration que je vous donne concerne le barrage de l'Oyette. Le barrage de l'Oyette, c'est le barrage qui était prévu à la confluence de l'Ain, le dernier barrage de la Compagnie nationale du Rhône, qui a été arrêté dans les années 80. Donc c'est très intéressant de voir comment les choses se sont construites, quels étaient les arguments qui étaient développés et quelles étaient également les causes qui étaient défendues par les uns et les autres. C'est intéressant aussi de voir dans ce schéma que les scientifiques sont également des acteurs des scènes environnementales sur lesquelles on est amené à travailler. Donc le scientifique est complètement inscrit dans les débats sociétaux. Avec la crise du Covid, beaucoup de scientifiques s'expriment. On voit que c'est un acteur du débat. On voit qu'il y a des échanges, des interactions parfois conflictuelles avec le monde politique.
Ces scientifiques, eh bien, peuvent être eux-mêmes militants. Ils peuvent être multicasquettes. Ils ont pas forcément réfléchi à leur positionnement dans la sphère publique. Et tout ça est un enjeu d'actualité extrêmement important qui est analysé dans nos démarches interdisciplinaires et où finalement les approches sociologiques sont extrêmement importantes pour avoir un retour sur les pratiques scientifiques et sur la posture que l'on doit défendre en tant que scientifique dans le débat public. Les questions d'éthique scientifique sont également au cœur de ces réflexions-là. Et comme vous le voyez, même quand on parle de cours d'eau, elles peuvent être tout à fait d'actualité par rapport aux enjeux qui nous intéressent tous en ce moment. Donc, pour finir sur cette approche du changement, on a également des approches théoriques. Et là, je vous donne un exemple. Quand on parle de l'évolution, on est souvent resté un petit peu coincé sur une vision un peu cyclique des choses. C'est-à-dire qu'on a un état initial avant les fortes pressions, avant les grands aménagements, qui est très fortement valorisé. Il y a des aménagements, il y a des actions humaines, et on se retrouve avec un nouvel état. Un état qu'on considère comme étant peu satisfaisant, qu'il faut réparer. Donc on se tourne vers le passé, on a un référentiel historique un petit peu idéalisé et l'objectif en termes de réparation par exemple des cours d'eau, c'est de revenir à cet état de référence qui est considéré comme finalement le paradis perdu. On avait été un peu provocant il y a quelques années pour mettre en évidence ça, mais on tourne en rond en quelque sorte. On veut revenir dans le passé. Au jour d'aujourd'hui, à l'ère de l'Anthropocène, sur ce laps de temps relativement court des 2 derniers siècles, on a une vision d'un cours d'eau qui est plus trajectorielle. Donc on développe le concept de trajectoire qui est de plus en plus utilisé d'ailleurs actuellement, et on considère que l'évolution du cours d'eau suit une trajectoire qui est non linéaire, une trajectoire qui est complexe, avec parfois des marches d'escalier, parfois des évolutions lentes, mais quand on se pose la question de la trajectoire future du cours d'eau et de la manière dont on peut l'incurver, on ne regarde plus vers le passé en se disant c'est finalement la référence, c'est ça que l'on doit atteindre. Un cours d'eau de l'Anthropocène, même s'il est anthropisé, peut avoir un potentiel en termes de biodiversité qui est intéressant et il peut être valorisé. On dissocie le bon état, mauvais état du gradient naturel très anthropisé, alors qu'il y a peu, les deux étaient parfaitement superposés. Donc là aussi, c'est des éléments théoriques qui ont, d'une certaine manière, alimenté la sphère décisionnelle et les logiques de gestion que l'on a sur les cours d'eau. Je donne un exemple, ici c'est le travail de Bertrand Morandi, c'est pas encore publié mais c'est un travail magnifique. Il a travaillé en bibliométrie, il a regardé les définitions données par les scientifiques de la restauration écologique des cours d'eau. Et dans les définitions que les scientifiques donnent, eh bien il y a souvent des éléments relatifs au référentiel. Et donc, si vous regardez le TR, là, Temporal Reference, donc ça veut dire la référence historique. Vous voyez que dans les définitions qu'on donnait de la restauration écologique dans les années 90, eh bien, cette référence historique, elle est très forte. La directive cadre sur l'eau est en partie associée à cette référence historique que l'on est en train de perdre. On est en train de s'éloigner de ce référentiel. Ce référentiel peut être rêvé pour certains, mais qui est aujourd'hui extrêmement difficile à atteindre. Donc vous voyez que cette référence, dans les définitions qui sont données de la restauration, a tendance à se réduire au fil du temps. Alors que si vous prenez une autre référence, CR, là c'est Socio-Economical Reference, vous voyez que dans la définition, des indicateurs, des paramètres socio-économiques et notamment tout le champ des services écosystémiques imprègne en quelque sorte les objectifs que l'on peut se fixer, les références que l'on peut se fixer en termes d'amélioration, de restauration écologique des cours d'eau. Donc le deuxième champ de l'intervention, c'est axé évidemment sur les interactions humain-environnement. Donc plus dans la dimension temporelle, mais dans la dimension présente de ces interactions appliquées aux cours d'eau.
Alors là, j'ai repris un très joli travail qu'avait fait Emeline sur la crise des PCB. Les PCB, ce sont des polluants organiques que l'on a en cours d'eau. On parle de pyralène, ou c'est utilisé dans les transformateurs, c'est utilisé en peinture, pour les encres. Et donc, ces PCB ont pas mal transité dans le Rhône dans les années 70-80, ce qui fait que notamment il y a eu une pêche, la pêche a été interdite en 2005 sur le Rhône à cause justement de la présence de ces polluants. Et donc elle décrit en quelque sorte comment, en s'appuyant également sur les apports théoriques d'Hilgartner et Bosk, comment un problème, une question devient un problème social. Il passe dans différentes arènes publiques, il y a des échanges entre ces arènes publiques, et puis il va être plus ou moins filtré, il va être plus ou moins sélectionné, ce qui fait que pour les PCB, notamment, il y a eu un premier moment où effectivement le problème a été médiatisé, puis les choses sont retombées. Et à nouveau, il est revenu sur le devant de la scène et il est devenu un vrai problème. Il a été médiatisé, il a été discuté, il y a eu des situations, des échanges conflictuels, il y a des décisions qui ont été prises, comme une crise, si vous voulez, ou une crue, un peu de la même manière. Il émerge, on atteint une situation paroxystique et puis après le système va progressivement retomber. C'est un petit peu ça qui est décrit. On voit également quels sont les acteurs qui interviennent et à quel moment ils interviennent. On déconstruit en quelque sorte l'événement pour analyser comment un problème social émerge et va irriguer en quelque sorte l'ensemble des discours et l'ensemble des interactions sociales autour de cette question-là. Un autre sujet qui est extrêmement intéressant et qui amène beaucoup de débats sur les questions opérationnelles, c'est l'enlèvement des barrages. Et donc là, vous avez un barrage, c'est le barrage d'Elwha aux États-Unis, dans l'État de Washington. Vous voyez qu'on l'a enlevé. L'année d'après, les saumons venaient se reproduire dans son bassin versant. Donc c'est un exemple, une success story dans ce domaine-là. Et vous voyez que si on prend l'exemple de cette représentation, stop à la destruction de notre patrimoine avec l'argent public, vous comprenez que certains acteurs défendent l'idée d'enlever des ouvrages, mais d'autres acteurs défendent l'idée de les laisser, parce que il y a une activité économique qui est associée à ces ouvrages, mais également parce que certains sont anciens et constituent un véritable patrimoine. Il y a des usages qui sont liés également aux ouvrages et au réservoir qui est associé. Toute une question qui va intéresser en quelque sorte nos chercheurs. Là, vous avez un exemple, du coup, on s'est dit, mais le barrage, c'est un bel objet pour essayer de voir comment évoluent les représentations de l'environnement, d'une certaine manière. C'est un proxy. Et donc, Sylvia Flaminio a travaillé sur cette question-là à travers la presse et notamment à travers les articles du Monde entre 45 et nos jours. Et vous voyez que là, elle a notamment, dans son analyse de contenu, elle a codé les occurrences des controverses. Et vous voyez que les controverses augmentent très significativement à partir des années 70. On se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'un barrage, quels sont ses effets, et il y a des acteurs qui sont potentiellement en conflit pour savoir si on doit développer cette activité, si on doit retirer les ouvrages, si on doit les adapter, etc., etc. Donc l'énergie hydroélectrique est une énergie renouvelable, mais ce n'est pas une énergie verte. Et ça, ce sont un peu les éléments, en quelque sorte, du débat à l'ère du changement climatique. Un autre exemple intéressant, c'est le travail qui a été conduit en comparaison franco-allemande, où on est allé voir sur les opérations de restauration, comment on pratiquait la restauration en Allemagne, comment on pratiquait la restauration des cours d'eau en France. Et on a des contextes fluviatiles qui sont assez identiques, et pourtant on va faire des choix opérationnels qui sont somme toute différentes. Là, je vous montre la répartition des opérations. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais je vous montre simplement, vous voyez, réintroduire du bois en rivière. Vous voyez que ce sont des opérations qui existent en Allemagne, mais il y en a très très peu en France.
En France, on n'aime pas le bois en rivière, il faut que ce soit propre, et on voit que cette situation est assez différente de celle que l'on observe en Allemagne. Alors pourquoi est-ce qu'on a des pratiques différentes? Comment se diffusent les savoir-faire techniques? Comment se diffusent les idées, les constats, les diagnostics? Quelles sont les écoles de pensée? Quelles sont les interactions entre la science et les opérateurs? Tout ça ouvre de très nombreuses questions sur cette dimension-là qui dépasse les questions biophysiques qui étaient bien souvent centrales lorsque l'on s'intéressait à la restauration et qui pourtant sont tout à fait centrales lorsqu'on est amené à engager de l'argent public pour mettre en place ces politiques. Un autre champ qui est intéressant, sur lequel on a eu beaucoup de plaisir à travailler collectivement, c'est le champ de la perception. Donc certains de nos collègues travaillent sur les odeurs ou sur les sons. Nous, on a beaucoup travaillé sur la vue et notamment sur les paysages qui sont donnés à voir. Donc c'est très émotionnel, c'est pas facile à mesurer évidemment. Ce qui nous intéressait en termes de perception, c'était un certain nombre d'items comme la naturalité, évidemment, le sentiment de danger, la santé des cours d'eau, pas forcément la santé humaine. La motivation on le laisse à d'autres, la motivation à intervenir. Donc, est-ce que finalement sur tel ou tel cours d'eau, on va être amené à avoir une propension à vouloir agir? Donc, il y a différents types de médiums. Là aussi, le terrain, la vidéo, la photo, on a beaucoup travaillé là-dessus. Là, vous avez une illustration des travaux de Brown et Daniel qui comparent en quelque sorte en termes de préférences paysagères des photos et des vidéos qui sont soumis à la vue, et vous voyez que en fonction du débit, si on soumet des photos, il n'y a pas de grande différence selon le débit, mais vous voyez quand qu'on soumet des vidéos, et là on a un peu de turbulence, on visualise la vitesse, et effectivement l'appréciation va changer. Donc il y a un certain nombre de limites à l'utilisation des photos, mais il y a également un certain nombre d'avantages. Et donc connaissant ces limites et ces inconvénients, on a utilisé ces photos par des photoquestionnaires. On en utilise encore ici ou là. Et là, on a travaillé, vous voyez, sur les scènes fluviales, les paysages fluviaux avec et sans bois mort. Est-ce qu'on apprécie, par exemple, des scènes fluviales qui sont plutôt un peu ensauvagées avec la présence de bois, pas très organisées? Est-ce que, au contraire, on va les trouver plus dangereuses? Est-ce qu'on veut plutôt intervenir sur ces scènes-là? Et donc, on en a la moitié qui sont avec du bois mort, la moitié qui sont sans bois mort. Et quand on regarde les scènes fluviales avec bois mort, et avec toutes les enquêtes qu'on a conduites à l'échelle européenne, et vous voyez que selon les pays, et puis même au-delà de l'Europe, il y a des différences très significatives. Là, les 4 items, vous voyez, c'est la naturalité, la perception de la naturalité, la perception esthétique du paysage, la perception en termes de motivation à intervenir ou de danger. Donc regardez la France sur le danger. Vous voyez que les paysages avec bois sont relativement dangereux. Les Italiens les trouvent encore plus dangereux. Mais regardez les Allemands, la perception du danger est plus faible. Les Suédois et ne perçoivent pas de danger, comme nos amis qui travaillent ou qui vivent en Oregon, dans l'ouest des États-Unis. Et si vous regardez la motivation à intervenir, ceux qui perçoivent pas de danger sont assez peu motivés à intervenir, alors que ceux qui perçoivent le danger sont très motivés à intervenir. Donc il y a un lien direct entre l'intervention et la perception du danger. Donc vous voyez que c'est du perçu. Ça ne veut pas dire que le danger est extrêmement important ou ne l'est pas. Et donc la perception que l'on a des choses fait que on va intervenir de différentes manières. Donc ça vous donne une idée aussi pourquoi quand on veut réparer un cours d'eau et qu'on est en Allemagne, eh bien socialement, collectivement, on va être plus motivé pour introduire du bois en rivière, alors qu'en France, plutôt que d'introduire du bois en rivière pour réparer les conditions écologiques, on préférera l'enlever et faire le plus propre possible.
Donc ces questions de perception, on les a aussi abordées avec des représentations virtuelles. Les travaux de Marie-Lise Cotten, notamment là-dessus, montrent qu'on peut recomposer des paysages. Ici, vous avez une image virtuelle sur la fin. Est-ce que finalement les gens aiment avec un peu plus de gravier, avec un peu plus d'eau, avec un peu plus de bras, d'îles végétalisées, etc. Donc on essaye de soumettre à la vue différents types de représentations pour essayer de comprendre finalement quelles sont les perceptions que notamment les riverains dans cette configuration-là peuvent avoir du cours d'eau. Et puis quand on est géographe, on aime changer d'échelle et donc explorer du local, mais aussi explorer du régional. Et ici vous avez un exemple de travaux qu'on a conduits en biophysique à l'échelle de toute la région du Piémont en Italie. Et vous voyez que on regarde le réseau hydrographique et on a été amené sur ce réseau hydrographique de 1500 km de cours d'eau, regarder quelle est la profondeur des cours d'eau. Et la droite rouge que vous avez, c'est une référence française de cours d'eau en très bon état, peu affectés. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de tronçons italiens dans la région Piémont qui sont très proches de cette droite. La plupart, ils sont très éloignés de la droite. Ça veut dire qu'ils sont très profonds. Ils ont été approfondis par les dernières décennies avec une activité extractive qui a été spectaculaire dans cette région d'Europe. Ils ont des cours d'eau qui sont très affectés par cette activité et je pense qu'il y a un gros travail de réparation à envisager. On a pu représenter ça avec nos amis italiens sur des cartes pour permettre de visualiser en quelque sorte les altérations qui se sont manifestées au cours des dernières décennies. Et puis très récemment, Barbara Belletti a sorti un article avec tous ses collègues dans Nature mettant en évidence, non plus à une échelle régionale mais à une échelle continentale, la densité des obstacles à l'écoulement que l'on peut observer. Donc j'interviendrai sur une dernière séquence, je crois qu'il me reste un tout petit peu de temps, 5 minutes, sur les nouvelles méthodes pour comprendre les dynamiques spatio-temporelles, parce que là aussi la géographie intègre en quelque sorte les développements des nouvelles technologies. Donc on va sur des résolutions d'images acquises par des vecteurs aériens de plus en plus fines. On travaille au centimètre. Donc vous voyez ici, mes collègues font décoller le drone Pixie dans les années 80. La première thèse dans ce domaine-là, elle date de 2007. C'est la thèse de Jérôme Lejeau. On a utilisé différentes plateformes, vous voyez, comme celle que vous avez ici. Également avec nos collègues géologues de Lyon 1, des hélicoptères radiocommandés. On a utilisé aussi la plateforme de l'aérodrome de Bron où on avait un partenariat pour utiliser un hélicoptère. On a une flotte actuellement de drones et puis on utilise beaucoup l'ULM pour pouvoir imager les cours d'eau sur plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. Donc un des grandes avancées qui est en lien avec le changement climatique, c'est d'aborder la température des cours d'eau, parce que la température des cours d'eau, elle varie beaucoup, et notamment dans ces échanges avec la nappe. Donc en plein été, quand il fait bien chaud, s'il y a une forte interaction avec la nappe, eh bien on va avoir des poches d'eau froide, qui sont des refuges en fait pour certaines espèces de poissons. Et donc s'il y a changement climatique, et s'il y a une surexploitation de la ressource en eau, ces poches d'eau froide, ces refuges peuvent disparaître. Donc on essaye de travailler, de les détecter, de savoir où ils se trouvent et de voir quelles sont les stratégies que l'on peut avoir pour les protéger, pour les préserver. Également, quelles sont les solutions pour retrouver des états qui sont plus satisfaisants. On a aussi beaucoup développé la technique et notamment, je remercie le service Valo de l'ENS avec qui on a pas mal travaillé et puis la start-up GeoPK. On a intégré des transpondeurs dans les galets pour regarder à quelle vitesse ils se déplaçaient. Donc dans nos régions, un galet que vous voyez l'été où vous mettez votre serviette de bain, il se déplace à peu près de 500 mètres par an en moyenne dans nos régions. Si vous êtes dans la zone alpine, on met pas toujours sa serviette de bain sur les bancs de galets en zone alpine, mais ça se déplace de plusieurs kilomètres. Et Mathieu Cassel a établi des beaux records. Là, on est à 19 kilomètres ou 20 kilomètres de suivi sur un des affluents du Drac. Donc aujourd'hui, on utilise un drone pour également détecter la mobilité des galets. On a développé aussi des choses avec des caméras vidéo qui sont sur site où on regarde non pas le débit de la rivière, la quantité d'eau par unité de temps, mais le débit linéaire
mieux. C'est une nouvelle thématique, c'est-à-dire la quantité de bois qui passe par unité de temps sur une section fluviale. Très peu d'équipes qui travaillent dans ce domaine-là, mais c'est un champ en développement et qui va être amené à être transféré également à des bureaux d'études. On a beaucoup travaillé dans la question sur la perception avec l'eye tracking. Ça, c'est tout le travail de Marie-Lise Cotet, notamment immergé. Regarder, essayer de voir finalement quand les gens évaluent un paysage, qu'est-ce qu'ils regardent sur l'image. Je sais que nos collègues économistes qui travaillent sur ce domaine-là également utilisent ce type d'outils, et ça permet de faire le lien entre ce que regardent les gens sur les paysages qu'on leur offre et puis également la qualité paysagère qui peuvent être amenés à scorer, à évaluer. Donc là, vous voyez qu'il y a une différence entre la scène 1 et la scène 3. Je voudrais aussi remercier Serge Eden, Icar, Irim, Cactus, qui a développé en textométrie, TXM, qu'on utilise. Et là, vous avez un très beau travail d'Emeline Combi, qui montre comment, avec l'événement de Katrina en Louisiane, tout d'un coup, dans le cadre du Sacramento Bee en Californie, sur le Sacramento, tout d'un coup, on commence à s'intéresser beaucoup plus aux questions d'inondation. On s'inquiète de l'inondation après avoir finalement vu émerger cette question d'ouragan. Donc je voulais aussi remercier mes collègues de la plateforme EASY qui développent beaucoup d'informations, beaucoup d'applications sur le web, que ce soit les métadonnées, les WebSige, la photothèque et bien d'autres outils qui permettent de donner à voir cette information spatialisée. Au jour d'aujourd'hui, pour finir, on s'intéresse à des enjeux mondiaux. Les enjeux mondiaux, c'est notamment la très forte urbanisation. Vous voyez Delhi en 89, Delhi en 2018, une explosion urbaine. Ces explosions urbaines ont des incidences directes sur les cours d'eau et les caractéristiques des cours d'eau dans les plaines alluviales. Vous voyez la Yamuna en 89 à l'aval de Delhi, la Yamuna en 2018 à l'aval de Delhi. Vous voyez que le patron est complètement différent. Donc on parle du changement global. Le changement global, c'est le changement climatique. C'est également les phénomènes d'urbanisation, de très forte urbanisation, qui ont des incidences extrêmement importantes sur les cours d'eau. Donc cette échelle globale, on souhaite l'explorer avec nos collègues de la physique, avec nos collègues écologues, avec nos collègues en sciences sociales et en droit, pour alimenter en quelque sorte le débat public sur ces questions de société qui sont très, très importantes. Merci aux doctorants, aux postdocs, aux collègues. Merci à tous pour votre attention. Un grand merci Hervé Piéguet pour votre intervention. Les auditeurs ont posé des questions dans le chat. Je vous les transmets. Première question. Je vous laisse finir de boire quand même. Prenez le temps. Je suis asséché. Alors, première question. Que dire de la critique de la renaturation des cours d'eau portée par certains architectes du paysage, comme Georges Descombes, par exemple, qui a travaillé sur le cours d'eau l'Aire, près de Genève, et a offert un terrain de jeu à la rivière? Alors, en France, on n'utilise pas beaucoup le terme de renaturation. Il a été beaucoup critiqué, mais je sais que c'est un terme qu'on utilise en termes de réparation des cours d'eau en Suisse et en Allemagne. Donc il y a différentes pratiques, il y a différentes formes de restauration. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on dissociait la dimension bon état, mauvais état et naturel et anthropique. Donc on peut on parle de nouveaux écosystèmes, de nouveaux biomes. On peut avoir des systèmes qui sont construits et qui peuvent être en bon état. On peut avoir des milieux où on peut trouver en quelque sorte une harmonie entre les développements sociétaux et la qualité en quelque sorte écologique des cours d'eau. Et on développe beaucoup des solutions, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature actuellement dans ce cadre-là. Autre question. À propos des bois flottants mentionnés dans les journaux du XIXe siècle, ne faudrait-il pas envisager que le phénomène était tellement banal qu'on ne le mentionnait justement pas? Alors là, c'est tout. Enfin, ça ouvre toute la critique des sources que l'on utilise. Le discours journalistique, il est filtré, effectivement, il est conditionné.
c'est une hypothèse possible. Elle ne converge pas avec les autres observations que l'on peut faire. C'est-à-dire que, effectivement, quand on regarde les paysages fluviaux de l'époque, qu'on regarde les bassins versants, il y a très peu de bois. Donc, il n'y a pas véritablement, si vous n'avez pas de bois dans votre bassin versant, à part si vous venez en rajouter, il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Donc, c'est une des enfin, c'est un des éléments qui me conduit à dire que je suis assez facilement, enfin, je pense pas que ce soit une hypothèse que je validerais. Mais ça ouvre, de toute évidence, ça ouvre le champ de la critique et de l'analyse critique des sources que l'on utilise. Une autre question, quelles sources d'informations utilisez-vous dans vos recherches ? Alors, à travers les exemples que je vous ai donnés, je vous ai montré toute une série de possibilités. Donc, au niveau des discours, effectivement, la presse est un champ extrêmement intéressant parce que ça permet de remonter le temps. Mais on peut utiliser aussi des textes juridiques. On peut utiliser des entretiens faits avec les acteurs. Et puis, on a toute une série de sources d'informations historiques, des données, notamment sur la topographie ou les caractéristiques géométriques des cours d'eau, des cartes, des images satellites, et puis toute une série d'informations qu'on collecte, nous, soit via les plateformes, soit également via des capteurs, et notamment des capteurs low cost, ou pas low cost d'ailleurs, qu'on implante en milieu naturel. Vous voyez, les caméras dites de sécurité, on commence à en avoir un certain nombre en milieu naturel pour récupérer le flux de flottant. Autre question, peut-on dire que la géographie fait le lien entre les sciences humaines et les sciences expérimentales ? Je dirais oui. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une discipline qui se situe dans son champ, qui s'intéresse justement au territoire et au contexte spatial. Dans ce champ-là, effectivement, elle se situe à l'interface des deux. On le voit à l'intérieur même de la discipline, où il y a des gens qui vont s'intéresser plus spécifiquement au processus biophysique et d'autres qui vont s'intéresser aux processus sociétaux. Donc il y a une véritable alchimie. Alors pendant un certain nombre d'années, avant que les questions environnementales émergent et viennent au premier plan, dans la discipline, on avait une frontière très importante avec de très fortes sources de tension. Aujourd'hui, cette ancienne frontière, c'est un lieu finalement d'échange et un lieu d'interaction, un lieu où les autres champs disciplinaires aussi trouvent en quelque sorte un sas, un lieu d'interface entre les différents champs. Et donc pour la géographie fluviale actuelle, c'est une magnifique période. Et une dernière question, quelles sources d'informations utilisez-vous dans vos recherches ? Alors, les sources d'information... C'est moi qui ai dit une ânerie, je l'ai déjà posé. Oui, quels sont les acteurs avec qui vous travaillez ? Toutes mes excuses. Non, pas de souci, pas de souci. Alors, les acteurs, ils sont très nombreux. Hein. Ça peut être les riverains, ça peut être les élus, les collectivités, les techniciens et les ingénieurs des collectivités locales. Ça peut être également des associations de protection de la nature ou d'autres types d'associations. Ça peut être les agences de bassin, l'Office français de la biodiversité, les grands opérateurs comme Veolia, EDF, la Compagnie nationale du Rhône, l'ensemble en fait des personnes qui sont engagées, qui travaillent, qui sont concernées par les cours d'eau. Nous en avons fini avec les questions. Merci Hervé Piéguet pour votre information, pour votre intervention et pour ces réponses aux questions. Nous vous donnons rendez-vous le 6 mai à 14h pour une nouvelle conférence dans le cadre de ce séminaire. Cette conférence s'intitule « Jalons pour une histoire populaire de Lyon du XVIe au XXe siècle ». Et les intervenants sont Ludovic Frobert du laboratoire Triangle et Guillaume Garner du laboratoire Lara. Merci à tous et au 6 mai.